Imaginons un instant une situation qui tient presque de la magie. Oh, j'aime bien quand on commence comme ça. Bah ouais, écoute, en colle. Demain matin, au réveil, on découvre qu'on a soudainement, genre 3 heures de temps libre en plus pour la journée. Un cadeau inespéré, quoi. Le fameux espace totalement vierge dans l'emploi du temps. Exactement. Et la question, c'est quel serait notre tout premier réflexe face à ça? Ah, je crois que je connais la réponse. Et elle est pas très glorieuse. Grave. Si on suit la tendance générale de notre époque, la grande majorité d'entre nous utiliserait secrètement ce précieux trésor pour travailler encore un peu plus. Ouais, avancer sur ce dossier épineux, vider la fameuse boîte de réception... Prendre de l'avance pour la semaine prochaine. C'est un réflexe profondément paradoxal en fait. Et c'est très exactement ce qui nous amène à notre exploration d'aujourd'hui. Parce que oui, on a décortiqué les mécaniques de l'organisation personnelle, on a vu comment forger une concentration à toute épreuve, comment accélérer drastiquement notre exécution au quotidien. Voilà, les fondations sont posées. On a construit un moteur parfait, le temps a été libéré, mais on arrive devant ce grand vide un peu vertigineux. La vraie question maintenant, c'est plus de savoir comment aller plus vite, c'est tout simplement pour aller où. Et ce vertige face au temps libre, il est hyper révélateur. Parce que ce premier réflexe de réinvestissement dont tu parlais, il vient pas de nulle part. C'est pas un hasard biologique. Ah non, c'est sûr. Si on situe ce moment précis dans la continuité de tout ce qu'on a analysé sur la productivité, on réalise qu'on a mis en place des systèmes redoutables. Les bases sont extrêmement solides, mais le piège... Le piège du pilote automatique. Exactement. Le logiciel par défaut de notre société murmure constamment à l'oreille de chacun que ce temps économisé, il doit immédiatement être converti en rentabilité. Ouais, en une promotion plus rapide, un nouveau projet, un chiffre d'affaires qui explose, c'est ça. On part du principe que la productivité, c'est une boucle infinie qui doit se nourrir elle-même. Moi, ça me fait toujours penser au syndrome du tapis de course perpétuel. C'est fascinant de voir comment on s'y enferme nous-mêmes. C'est une super image, le tapis de course. Bah oui, tu vois, on optimise la foulée, on améliore sa respiration, on achète les meilleures chaussures pour courir avec plus d'efficacité. Mais au lieu de profiter de cette forme olympique pour descendre de la machine... Voilà. Sortir du gymnase, aller se promener en forêt, respirer l'air frais. Bah non, on se contente de tendre le doigt, d'appuyer sur le bouton et d'augmenter la vitesse du tapis. On court juste plus vite, mais sur place, quoi. C'est ça. On produit plus sans avancer d'1 centimètre vers une véritable satisfaction personnelle. C'est carré de ça. Mais le phénomène est encore plus pernicieux en vrai. C'est pas seulement qu'on oublie de descendre du tapis par inattention. C'est qu'on a peur de descendre. Totalement. L'environnement extérieur nous fait croire que descendre de ce tapis, c'est une sorte d'échec moral ou une perte d'ambition. Ah oui, le mythe de l'ambition financière infinie. Sauf que, si on regarde les données froides analysées dans nos sources aujourd'hui, cette quête frénétique d'accumulation financière par le surmenage, elle se heurte à un mur biologique et psychologique très bien documenté. On parle de la fameuse étude des prix Nobel d'économie, là. Oui, Angus Deaton et Daniel Kahneman. Ils ont décortiqué la relation entre le niveau de revenu et le bonheur réel. Et leurs conclusions pointent vers un plafond de verre extrêmement précis. La fameuse courbe qui stagne. Voilà, elle stagne autour de 75 000 $ de revenus annuels. Alors ça, c'est un chiffre qui revient hyper souvent dans les discussions sur le bien-être, ou son équivalent selon le coût de la vie et l'inflation locale, bien sûr. Mais il faut vraiment creuser le mécanisme derrière. Pourquoi ce montant précis, tu veux dire? Oui, parce que spontanément, c'est très difficile d'accepter cette idée. L'intuition nous souffle qu'un vol en première classe avec du champagne à volonté ou un mois dans un palais somptueux, ça génère forcément, logiquement, plus de bonheur qu'un vol en éco ou un petit hôtel de passage, non? C'est ce qu'on se dit tous. Donc il doit bien y avoir une mécanique neurologique ou psychologique implacable et qui explique pourquoi la courbe refuse de grimper au-delà de ce point. Eh bien, la brillante distinction que font Kahneman et Deaton, c'est d'avoir séparé l'évaluation globale de la vie, la satisfaction générale, si tu veux, du bonheur subjectif ressenti instantanément. Ok, donc ce qu'on ressent vraiment au jour le jour. Exactement. Ce qu'il mesure vraiment, c'est l'expérience émotionnelle quotidienne, la fréquence et l'intensité de la joie, du stress, de la tristesse, de la colère ressentie la veille. Et donc en dessous de ce seuil de sécurité financière, chaque dollar compte. De manière critique, oui. Le manque d'argent est une source de douleur aiguë constante. Si on s'inquiète pour payer le loyer ou pour remplir le frigo à la fin du mois, Le cerveau est en mode survie perpétuelle. Le stress amplifie toutes les petites misères de la vie, c'est clair. atteindre ce cap des 75 000 $, ça élimine cette douleur fondamentale. La peur du lendemain disparaît. Mais une fois ce cap franchi, c'est un autre phénomène qui prend le relais.
l'adaptation hédonique. En plein dans le mille. Donc c'est ce mécanisme où le cerveau finit par neutraliser ses propres ressentis. Genre l'achat d'une télé immense ou le surclassement dans une voiture de luxe, ça provoque un pic de dopamine très intense sur le moment. L'euphorie de la nouveauté, ouais. Mais ce neurotransmetteur n'est pas du tout conçu pour s'installer dans la durée. Au bout de quelques semaines, ce nouveau confort devient juste, le standard. La ligne de base du bonheur redescend exactement à son niveau de départ. C'est quand même stupéfiant. On peut dépenser des sommes astronomiques pour s'offrir un shoot chimique temporaire sans jamais modifier sa capacité profonde à ressentir de la gratitude au quotidien. Et c'est tout le problème du rendement émotionnel de l'argent. Il devient fortement décroissant. L'étude démontre que la quantité de joie véritable ressentie un mardi matin en buvant un café avec un proche, Elle bouge plus d'un millimètre. pas d'un seul millimètre, même si les revenus doublent ou triplent dans les années qui suivent. Le cerveau exige juste des doses de consommation toujours plus fortes pour obtenir le même effet stimulant. Ok, donc si cette course effrénée vers l'argent et le statut est une impasse biochimique, la conclusion rationnelle devrait être super évidente. Puisque courir plus vite sur le tapis ne nous rend pas plus heureux, l'alternative évidente serait de ralentir. Est-ce qui paraît logique, ouais. De prendre ce gain de productivité, cette fameuse marge de manœuvre qu'on a durement acquise avec nos méthodes d'organisation, pour juste s'arrêter. Décider de clore sa journée à 15 heures, s'accorder un jour de repos ou réduire son temps de travail. Et pourtant, Et pourtant, passer à l'acte dans notre culture, c'est vu presque comme un suicide professionnel. Il y a une résistance immense, presque physique, à l'idée d'assumer publiquement qu'on a terminé plus tôt et qu'on rentre chez soi. mais cette résistance, elle n'a rien de naturel. Elle est profondément culturelle. Et c'est essentiel de la déconstruire en observant d'autres modèles. C'est pas juste une utopie romantique, cette idée de convertir la productivité en temps libre pur. Pas du tout. C'est la réalité quotidienne de nombreuses régions du monde, notamment dans les pays anglo-saxons et en Europe du Nord. Le rapport au temps-travail obéit à des règles totalement différentes. Les sources qu'on étudie aujourd'hui mettent en lumière un exemple très parlant. Le cas de l'Allemagne ? Oui, l'Allemagne. Là-bas, la culture du présentéisme ne bénéficie pas du tout de la même aura de respectabilité. Ah ouais, c'est un exemple qui remet beaucoup de choses en perspective. Chez eux, l'idée qu'un employé reste cloué à son bureau jusqu'à 19 ou 20 heures pour terminer ses dossiers, c'est pas interprété comme le signe d'un dévouement admirable. C'est pas du tout le héros de l'entreprise qu'on félicite en réunion, non. Bien au contraire. C'est vu comment, alors ? Aux yeux de ses collègues et de la hiérarchie, un tel comportement est souvent perçu comme un gros signal d'alarme. C'est interprété comme une incapacité à gérer sa charge de travail. Genre, tu sais pas t'organiser, quoi. Voilà, une mauvaise évaluation de ses propres limites ou un manque d'organisation flagrant pendant les heures normales de bureau. Ne pas réussir à accomplir ses tâches dans le temps imparti devient un signe d'inefficacité plutôt qu'une preuve de loyauté. C'est un changement de paradigme vertigineux pour nous. Ça remet vraiment l'outil de la productivité à sa place véritable. C'est une compétence qui sert à libérer la soirée, pas un prétexte pour accomplir le travail de 2 personnes dans la même journée. Carrément. Mais du coup, cette obsession qu'on observe chez nous, cette culture moderne qui consiste à lier sa propre identité, sa valeur en tant qu'être humain au nombre d'heures passées à produire, d'où elle sort? Ah, la grande question historique. Bah oui, parce qu'en parcourant les sources historiques de notre deep dive, on se rend bien compte que l'humanité n'a pas toujours été programmée sur ce logiciel du labeur comme preuve de valeur. C'est même une anomalie assez curieuse si on dézoome sur l'échelle de l'histoire humaine. C'est une construction temporelle très récente. Tu veux dire qu'avant, c'était l'inverse? Exactement. Le voyage dans le temps que proposent nos sources est fondamental pour se libérer de cette culpabilité. Si on remonte à l'Antiquité, chez les Grecs et surtout chez les Romains de la période classique, la perception du travail était à l'opposé exact de la nôtre. Ok, on parle du négocium là. Oui, le négocium. Le travail manuel, la nécessité de produire pour assurer sa survie ou s'enrichir matériellement, c'était regardé avec un mépris total. C'était perçu comme une indignité absolue, une atteinte directe à la liberté. Un truc réservé aux esclaves. C'est ça, un sort qui était par essence réservé aux esclaves et aux classes inférieures. C'est presque choquant à entendre avec nos filtres de pensée d'aujourd'hui, hein, le travail vu comme une indignité. Mais c'est là qu'intervient le concept le plus puissant de cette époque, l'otium. Ah, l'otium. Il faut vraiment s'y arrêter un instant pour pas le caricaturer. Ouais, parce qu'aujourd'hui, quand on entend temps libre de l'Antiquité, on a un peu l'image d'Épinal, de nobles allongés sur des divans, mangeant du raisin en regardant le plafond. En mode orgie et paresse totale. Voilà.
Or, cet otium n'avait strictement rien à voir avec la paresse ou l'oisiveté léthargique au sens où on l'entend aujourd'hui. C'était une véritable discipline. Le terme de discipline intellectuelle est d'ailleurs parfaitement choisi par les sources. L'otium, ça représentait le temps de l'esprit, l'espace sanctuarisé de l'existence. C'était pas juste se reposer pour repartir de plus belle. Non, c'était un temps libre considéré non seulement comme précieux, mais presque sacré. Il était dédié aux activités qui élevaient l'être humain au-dessus de la simple condition animale. On y pratiquait la philosophie, la politique, l'éloquence, l'étude des textes. L'amitié aussi, l'engagement dans les affaires de la cité. Absolument. C'était le seul espace où l'individu pouvait véritablement accomplir son potentiel de citoyen libre. Pour eux, le travail n'était qu'une entrave malheureuse, une contrainte qu'il fallait minimiser au maximum pour retourner à l'essentiel. C'est fou. Tu sais combien d'heures ils travaillaient, à titre de comparaison? Le temps moyen consacré aux activités laborieuses dépassait rarement les 20 à 30 heures par semaine pour les citoyens libres. 20 à 30 heures. La fracture intellectuelle est brutale. Très brutal. Du coup, comment une société qui plaçait le temps de l'esprit au sommet de sa pyramide de valeurs a-t-elle pu muter en une civilisation moderne qui glorifie le burn-out et le surmenage permanent? Il y a forcément eu des bouleversements immenses pour inverser cette polarité. On passe pas de l'idéalisation de l'otium à la semaine de 60 heures par accident, ça c'est sûr. Alors, que s'est-il passé? Cette inversion des valeurs, elle s'est opérée lors de deux grandes ruptures historiques. Le premier glissement majeur a eu lieu avec le basculement vers le Moyen-Âge et l'influence grandissante du christianisme primitif. Ah, la dimension religieuse du travail. Voilà. La représentation du travail subit une altération totale. Il perd son statut de simple marqueur d'infériorité sociale pour acquérir une dimension théologique sombre. Il devient la conséquence directe du péché originel. Une punition divine, en somme. Une punition divine infligée à l'humanité pour la chute du Jardin d'Éden. Le travail se transforme en un fardeau inévitable, une pénitence terrestre, une souffrance nécessaire pour expier les fautes. Ok, donc on est passé de l'indignité chez les Romains à la punition au Moyen-Âge. Mais on est encore hyper loin de l'admiration du travail qu'on connaît aujourd'hui. Très loin, oui. Dans le système féodal médiéval, le travailleur souffre parce qu'il doit expier. Et d'ailleurs, l'aristocratie et le haut clergé considèrent toujours qu'ils n'ont pas à participer à cette besogne, vu qu'ils se placent au-dessus de cette punition. Personne ne trouve encore le labeur épanouissant. C'est une analyse très juste. La vraie révolution mentale, le choc sismique qui a définitivement forgé la psyché de l'homme moderne, intervient beaucoup plus tard, au XIXe siècle. La révolution industrielle? Exactement. C'est la collision fracassante entre la première révolution industrielle et l'éthique protestante du travail. C'est à ce moment précis de l'histoire que l'équation globale est réécrite. Bah oui, parce que pour que l'immense machinerie de la production de masse et du capitalisme naissant puisse fonctionner, il fallait une main-d'œuvre docile. Une main-d'œuvre qui non seulement accepte de travailler de longues heures dans des usines infernales, mais qui y trouve en plus une justification morale profonde. C'est prodigieux vu sous cet angle. C'est un peu comme si la société du 19e siècle avait orchestré la plus brillante campagne de marketing idéologique de toute l'histoire humaine. Le plus grand rebranding de l'histoire. C'est ça. On a pris la punition ultime de l'Antiquité, cette fameuse pénitence du Moyen-Âge, on a soigneusement retiré l'étiquette de souffrance, on l'a emballée dans du papier brillant avec la mention « vertu absolue et accomplissement personnel » et on a revendu le tout aux masses. L'accumulation matérielle et le dévouement acharné à la tâche sont devenus les nouveaux marqueurs de la moralité et de la réussite spirituelle. Le terme de marketing idéologique résume parfaitement ce basculement. Le travailleur infatigable, celui qui sacrifie son temps pour produire sans relâche, est devenu la figure héroïque par excellence. Et le pire, c'est que ce même logiciel mental, implanté il y a plus d'un siècle, il continue de tourner en toile de fond dans nos esprits aujourd'hui. C'est ce fantôme de la révolution industrielle qui nous murmure qu'être assis avec un bon roman un mardi après-midi, c'est une faute morale, même si on a fini toutes nos tâches grâce à notre super organisation. Et nous voilà face au mur de la culpabilité. C'est vraiment vertigineux de réaliser à quel point ce sentiment d'être improductif n'est pas un trait naturel de notre psychologie. C'est juste une angoisse fabriquée par un système économique vieux de 2 siècles. Et c'est là que réside toute la valeur pratique des sources qu'on explore. L'objectif ultime de toute cette technique de concentration et d'optimisation qu'on a vue, c'est pas l'optimisation en elle-même. La méthode n'est qu'un outil d'évasion. Elle sert à s'extraire de cette prison idéologique pour déculpabiliser enfin le temps libre.
Le désamorçage de cette culpabilité, c'est le cœur de l'enseignement. Il faut faire un effort hyper conscient pour désapprendre cette éthique de l'épuisement. Si on synthétise le message central de ce deep dive, c'est que devenir un as de l'efficacité n'a d'intérêt que si ça nous donne le droit et même le privilège de réinvestir ce temps souverain dans ce qui constitue notre essence humaine. Et ce réinvestissement, il doit échapper totalement aux logiques de rentabilité. Et ça peut se matérialiser de 1000 manières différentes, hein. Pas besoin de débattre de philosophie en toge sous les colonnes d'un temple romain. Ah non, on peut faire plus simple. C'est souvent dans des activités dont le retour sur investissement est nul d'un point de vue financier qu'on trouve le plus de sens. Par exemple, Passer 1 heure totalement présente avec sa famille sans regarder discrètement son téléphone. C'est s'engager dans du bénévolat dans son quartier. apprendre une compétence inutile pour la carrière, comme la poterie ou la musique, simplement pour la joie de l'apprentissage. Voilà. Faire les choses pour le plaisir brut, sans chercher le moindre indicateur de performance, sans vouloir rentabiliser la moindre seconde. D'ailleurs, il y a une phrase tirée des sources qui agit un peu comme un électrochoc face à ses choix. Une sagesse presque brutale. Ah oui, je vois très bien laquelle. Elle rappelle que, lors du bilan final d'une vie, sur son lit de mort, personne n'a jamais prononcé ces ultimes paroles « J'aurais vraiment aimé passer un peu plus de temps au bureau ». Personne. Jamais. Ça remet immédiatement les priorités d'aplomb. C'est un test de réalité d'une clarté absolue qui balaye instantanément des années de frénésie professionnelle et d'angoisse liées aux horaires. C'est clair. Et tout ce parcours sur la productivité extrême trouve son véritable accomplissement, de manière hyper paradoxale, dans l'art extrêmement délicat de savoir s'arrêter de travailler. Le but, c'est de descendre de la machine. L'objectif n'a jamais été de régler le moteur de notre organisation pour tourner en rond sur un circuit fermé indéfiniment, jusqu'à la casse mécanique. L'objectif a toujours été d'atteindre le point d'arrivée plus tôt dans la journée, de tourner la clé, de couper le contact et d'aller savourer le silence de la forêt. C'est en dominant cette mécanique de l'efficacité qu'on peut enfin redevenir le pilote de sa propre vie. S'y amène, je pense, une toute dernière réflexion pour clore cette exploration. Peut-être la plus troublante de toutes pour les personnes qui nous écoutent. On t'écoute. Aujourd'hui, on doit lutter contre nous-mêmes pour oser prendre ce temps libre. Mais demain, si une grande partie de la production et du travail cognitif finit par être massivement automatisée par des intelligences artificielles ultra performantes, la fameuse 25e heure ne sera plus une exception. Elle deviendra la norme universelle pour chacun. Le défi vertigineux qui se profile. Exactement. Serons-nous alors culturellement capables d'accepter une existence sereine, dédiée au lien social et à la découverte, ou serons-nous tellement terrifiés par ce temps vide que nous inventerons de toutes pièces de nouvelles formes d'agitation, de nouvelles roues de hamster artificielles, uniquement pour continuer à justifier notre utilité sociale? Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.